Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis professeur Serge Afili et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. La qualité des soins médicaux aux États-Unis est l'une des meilleures au monde. Malheureusement, toutes les personnes vivant en Amérique n'y ont pas toujours accès, car contrairement aux autres pays développés, notamment européens, il n'existe pas de couverture maladie universelle, mais plutôt un système de santé fragmenté avec plusieurs parties qui se disputent les parts du marché. Cette fragmentation du système de santé a eu pour conséquence une flambée vertigineuse des coûts des prestations sanitaires aux États-Unis dans les 30 dernières années. Ici, les frais d'hôpitaux sont parfois tellement élevés que beaucoup de patients indigents n'ont pas d'autre option que d'accumuler des dettes énormes. Selon une étude publiée en 2016, près de 67% des Américains qui avaient déposé un dossier de banqueroute citaient les factures médicales comme étant un des facteurs contribuant à leur faillite financière. Notre discussion d'aujourd'hui tourne donc autour du système sanitaire et des factures médicales aux États-Unis. Et pour parler de ce sujet très important pour les immigrants africains vivant aux États-Unis, je reçois avec un grand honneur ma co-host de la journée, qui je l'espère sera avec moi pour les autres émissions futures, mademoiselle Stéphanie Assis. Bonjour Stéphanie. Bonjour Serge, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci encore une fois d'avoir accepté de te joindre à moi pour parler de ce sujet très important pour les amis de la diaspora. Donc, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que le fait d'avoir Stéphanie sur ce plateau va participer à ouvrir un peu le débat. Donc, nous allons utiliser plus le système de talk show où Stéphanie et moi parlerons de nos expériences personnelles et aussi donnerons la possibilité à ceux qui nous suivent de participer au débat en mettant des commentaires ou même en s'invitant au débat, en donnant des témoignages et tout ça. Voilà. Alors, on est prête, Stéphanie? Oui, merci. C'est un honneur pour moi d'être là. OK. Alors, donc, Stéphanie, vous et moi, nous vivons aux États-Unis depuis plus d'une dizaine d'années. Moi, je suis arrivé en 2005. Pour toi, c'était 2008. 2008, Et oui. donc, le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est le coût des prestations médicales aux États-Unis. Depuis que tu vis aux États-Unis, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle a été la plus grosse facture médicale que tu aies jamais reçue? Wow. Donc, en 2013, je pense, j'avais eu une fracture au bras pour laquelle j'ai eu à appeler l'ambulance pour venir me chercher chez moi et j'ai fait la salle d'urgence. Ouais. J'ai passé à peu près 5 heures de temps en salle d'urgence. Ils m'ont administré les soins. Ils m'ont même fait dormir pour que le médecin puisse remettre mon bras, enfin, faire une sorte d'opération. Ouais. Et la facture s'est élevée à peu près aux alentours de $4 000 pour tout. Donc, l'ambulance en elle-même m'a coûté un peu plus de 1000 juste pour le déplacement qui ne faisait pas plus de 5 km de chez moi au centre hospitalier qui était le plus proche. Et ensuite, pour avoir été aux urgences, c'était à peu près $2000 additionnels, plus les soins. Donc, je ne pense pas que je pourrais oublier cette facture-là. À l'époque, je venais juste de finir l'université. Donc, c'était vraiment un choc. Et comment est-ce que tu t'es arrangé pour payer cette facture? Est-ce que tu avais une assurance santé qui couvrait tout ça ou comment? Mon assurance était la plus basique possible parce que c'était justement mon assurance d'étudiant qui courait à sa fin. Donc, l'assurance a pris en charge, on va dire, à peu près 40%. Donc, j'avais moi-même, donc j'ai dû segmenter les paiements sous plusieurs mois, donc échelonner pour pouvoir payer petit à petit. En tout cas, c'était une grosse bataille. C'était une grosse bataille. Et franchement, depuis ce jour-là, je me suis dit que je n'appelle plus l'ambulance. Autant prendre un Uber, au fait, finalement, un taxi, mais voilà, c'était ma première expérience. Pour moi, je pensais que c'était voilà, gratuit ou du moins un service. Mais oui, donc j'ai dû payer ça sur plusieurs mois. Ça m'a pris un peu plus d'un an pour finir de payer toute la totalité, autour de 3000 en restant. Et voilà, quoi.
Et toi-même? Ben, pour moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que, et je continue d'avoir cette chance-là parce que depuis que je vis aux États-Unis, j'ai pas vraiment été malade, une maladie qui nécessitait une hospitalisation. Je crois que mes plus grosses factures médicales étaient certainement dans le domaine dentaire. Et ça, je me rappelle, il y a 2 ans de cela, j'avais un problème à la dent et je devais faire ce qu'on appelle une route canal ici. Bon, en français, ça se traduit comme une dévitalisation. Certains diront une dévitalisation, mais d'autres diront aussi un canal radiculaire. Voilà, pour un terme beaucoup plus scientifique, le canal radiculaire. Et alors, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un boulot, d'avoir une bonne assurance à travers le boulot et tout ça. Et quand je suis allé voir mon dentiste, on me dit, ben, j'avais super mal à la dent, donc il fallait que je me retrouve à l'hôpital, pardon, chez le chirurgien pour faire une route canal, c'est-à-dire dévitaliser la dent, tuer la dent. Et malheureusement, dans mon état en Caroline du Sud ici, les orthodontistes, c'est-à-dire les chirurgiens dentaires, ils ne prennent pas d'assurance parce que, bon, ils n'ont pas réussi à avoir un partenariat ou une entente avec la compagnie d'assurance. Donc, mon assurance, il ne prenait pas mon assurance particulière et il ne prenait aucune assurance. Donc, il dit que si vous venez pour une route canal, vous payez cash. Et la facture, c'est $1 500. Donc, c'était $1 490. Je me rappelle très bien de cette somme. Donc, j'arrive devant le mec dans son cabinet, tout en douleur. Rendez-vous pris pour ma dévitalisation. Et je lui tends ma carte, santé à la secrétaire pour dire, ben, je suis venu pour ma procédure et tout ça. Elle me dit, non, ils ne prennent pas les assurances. Donc, je dis, mais comment ça se passe? Elle me dit, donc, il faut que je paie au minimum le tiers de la prestation. Maintenant, là, sur place, donc il faut que je débourse $500, $522. Il fallait que je paie $522 sur place, là, avant que je m'asseye dans le siège pour faire la procédure. Donc, je me suis dit, bon, donne-moi une minute. Donc, j'ai appelé ma compagnie d'assurance pour savoir si effectivement, ce qu'elle me racontait, c'était vrai. Et je me suis rendu compte qu'au fait, pour cette procédure-là, tous les chirurgiens dentaires, les orthodontistes en Caroline du Sud ne prennent pas d'assurance. Donc, c'est soit rentrer à la maison avec la douleur, soit payer sur place. Bon, heureusement, j'avais de l'argent, donc j'ai mis ça sur une de mes cartes et j'ai payé. Donc, ça, c'était l'un de mes plus gros chocs, l'une de mes plus grosses factures médicales que j'ai eu à payer ici aux États-Unis. Voilà. Et donc, cette question-là va être la question du jour pour nos auditeurs. Donc, nous disons par exemple comme ça que quelle a été la plus grosse facture médicale que vous avez eu à payer depuis que vous vivez aux États-Unis. Vous donnez aussi, vous pouvez laisser dans vos commentaires, vous pouvez cliquer sur le lien de la page Facebook pour joindre le chat et puis vous raconter votre petite histoire personnelle sur comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à payer une facture médicale ici aux États-Unis, une facture à laquelle vous ne vous y attendez pas. Voilà. Donc, la question du jour reste posée et on espère que vous allez participer. Excellent. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Serge. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le système de santé aux États-Unis? Ouais. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, mon background, moi, je suis pharmacologue, j'ai fait des études en sciences de santé, mais j'ai aussi fait un master's en administration de santé. Donc c'est des choses que j'ai étudiées. Donc, le système de santé aux États-Unis, de façon succincte, c'est un système, comme je disais tout à l'heure, assez fragmenté, avec plusieurs parties. Donc, l'une des caractéristiques du système de santé aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de système de santé, il n'y a pas de couverture maladie universelle. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pas tout le monde a accès aux soins de santé. Donc, si vous n'avez pas d'assurance santé, ce serait assez difficile d'avoir accès aux soins de santé, à moins que vous ayez l'argent pour payer cash. Maintenant, si vous vous retrouvez dans des cas d'urgence, là, ils sont obligés de vous soigner. Donc, pour revenir un peu au système de santé américain, il y a 3 grandes parties. Je dirais, il y a le gouvernement américain qui offre des programmes. Alors, le programme du gouvernement américain, il y a ce qu'on appelle le Medicaid et le Medicare. On a aussi le système qui s'occupe des enfants, qui est le CHIP, Child Health Insurance Plan. Et on a aussi d'autres systèmes d'assurance qui sont faits pour les vétérans, qui est le VA Hospital. Donc, c'est-à-dire quand on est dans l'armée, on peut aller se faire soigner. Voilà. Oui.
Et puis, d'un autre côté, ça, c'est les programmes qui sont gérés par le gouvernement américain. Et puis, on a d'un côté, on a les compagnies, les hôpitaux ou des compagnies d'assurance privées. Donc, dans le privé, on a deux types. On a le type de privé avec profit et des privés non-profit. C'est non-profit, comme on le dit ici aux États-Unis. Alors, et pour ces compagnies privées-là, il faut souscrire une compagnie d'assurance. Et en fonction de la couverture que vous voulez, en général, quand vous payez un peu d'argent, une petite somme, ça vous couvre peut-être pour les frais basiques et vous devrez payer aussi le reste, la différence, quoi, avec de votre propre poche. Voilà. Donc, si vous, par exemple, vous pouvez souscrire une assurance santé qui va couvrir peut-être 20% des charges de la facture médicale et les 80% c'est pour vous. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous payez très peu comme ce qu'on appelle ici comme le copay. Le premium, ouais, le premium, ouais, le premium tous les mois. Voilà. C'est ce qu'on attend. Donc, c'est ce système fragmenté-là qui fait que tout le monde n'est pas couvert de façon universelle. On se retrouve aussi dans un système où les prix ne sont pas fixés par le gouvernement. Voilà. Donc, le médecin généraliste ou le chirurgien décide de fixer le prix qu'il veut pour les procédures. Bon, on verra des hôpitaux où vous irez pour avoir des prestations sanitaires basiques, où, parce qu'ils ont des machines super sophistiquées, ils vont facturer à votre assurance 1000 $. Vous pouvez aller aussi dans la petite clinique du quartier qui n'a pas tout le matériel très sophistiqué qui va vous facturer peut-être 80 ou 100 $. Donc, tout dépend vraiment. C'est ce qui fait que les choses sont très, très complexes et très, très compliquées, très, très chères. Oui. Alors, l'autre chose aussi qui est importante à souligner, c'est que la raison pour laquelle il n'y a pas de système de santé universel, c'est parce que ici, les États-Unis, ils sont plus libéraux qu'ailleurs dans le monde. Donc, quand Obama a pris le pouvoir en 2008, en 2012, il avait fait voter Obamacare, qui avait pour objectif de donner la couverture maladie universelle à tous les citoyens vivant aux États-Unis. Mais malheureusement, pour des raisons politiques, cette loi-là a été démantelée. Oui. Et maintenant, tout le monde n'est pas obligé d'avoir une assurance santé. Donc, c'est un peu ça la différence entre le système de santé aux États-Unis et les autres pays. Et juste pour pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, quelle est la couverture standard qu'on voit sur le marché, par exemple, pour l'assurance? Est-ce que c'est du 80-20, c'est du 60-40? Comment savoir qu'on a une bonne, entre guillemets, une bonne assurance? Oui, donc, bon, tout ça aussi, ça va dépendre. Ça va dépendre. En général, la majorité des assurances sont offertes à travers votre boulot. C'est-à-dire, si vous travaillez pour une université ou vous travaillez pour une banque, la banque souscrit à un partenariat avec une compagnie d'assurance et ils offrent ces couvertures-là. Donc, en général, vous verrez 80% de couverture et 20% qui sort de votre poche. C'est ce qui se voit généralement. OK. Oui. OK. Excellent. Et qu'est-ce qu'on peut dire qui t'a le plus choqué dans le système médical aux États-Unis jusqu'ici? Alors, il y a vraiment... Le système de santé américain est vraiment passionnant, est vraiment fascinant. Quand on l'étudie et qu'on commence à voir un peu comment les choses fonctionnent, on se rend compte que la manière dont les soins sont rendus ici aux États-Unis est très, très différente de ce que l'on voit ailleurs dans le monde. L'une des premières choses qui m'a le plus choqué, c'était de savoir... c'est ce qu'on appelle permission to touch ici aux États-Unis. Donc, quand vous allez chez le médecin pour une auscultation, le médecin ou la sage-femme qui vous reçoit vous informe de la procédure et de tout ce qu'elle va faire sur vous. C'est-à-dire, si elle doit prendre votre tension, elle va te dire bonjour, monsieur Serge. Aujourd'hui, nous allons faire votre bilan de santé et je vais prendre votre tension. Est-ce que vous me donnez la permission de vous toucher? C'est-à-dire de prendre votre tension. Donc, et moi, ça m'a choqué. Bon, quand j'arrive, je me dis, mais écoutez, je suis là pour ça, hein. Je suis venu pour une auscultation, pour faire un bilan de santé. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour le faire. Mais au fait, la loi dit que toucher une personne sans son avis, right, constitue ce qu'on appelle une battery, c'est-à-dire une agression physique. Donc, même le médecin qui doit vous ausculter
va vous demander la permission de vous toucher. Donc, il va dire, par exemple, écoutez, je vais vous toucher au niveau de la poitrine, au niveau du membre, et vous donner son accord, votre accord avant qu'il puisse procéder. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui m'a choqué, c'est le nombre de poursuites judiciaires. Ouais, le nombre de poursuites judiciaires que les patients entamaient contre leur médecin. Ouais. Et ça m'a vraiment beaucoup choqué. Parce qu'on se dit, bon, moi, j'ai dit, j'ai vécu une partie de ma vie en Côte d'Ivoire et j'ai réalisé que le médecin, il a toujours raison. Enfin, on se disait toujours que le médecin, il a toujours raison et que, bon, c'est lui qui connaît tout et tout ça. Mais alors qu'ici, c'est pas vrai. Quand un médecin fait une erreur, le médecin peut être poursuivi en justice par le patient, juste pour des erreurs ou pour une augmentation et tout ça. Et toi, c'était quoi ce qui t'a le plus choqué? J'ai encore d'autres trucs, mais je vais te donner la parole pour que tu puisses aussi partager ton expérience. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Alors, pour moi, c'était plutôt au niveau de la confidentialité du dossier médical. Ouais. Donc, par exemple, se déplaçant de médecin en médecin, le dossier médical ne nous accompagne pas d'office comme on peut le voir dans certains pays. Donc, ici, il fallait que je fasse une demande et que je prouve que ça soit d'ailleurs moi qui donne l'autorisation pour qu'on va dire en guillemets release, donc on me donne mon dossier médical ou qu'on le passe à mon docteur principal. Et ça s'est passé plusieurs fois. Donc, et c'est quelque chose que j'apprécie, d'avoir cette, on va dire, cette confidentialité et qui dit même que vous n'êtes pas obligé de donner vos données médicales à quiconque les demandes et tout ça. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici les HIPAA, Privacy Law et tout. Ouais. Et maintenant, au deuxième plan, donc lorsque je vais en consultation, les infirmières me demandent toujours si j'aimerais qu'on envoie ma prescription à telle pharmacie. Et parfois, ils ont même l'information en fonction de mon adresse de la pharmacie la plus proche de chez moi. Ah, est-ce que vous aimeriez qu'on envoie votre prescription à, par exemple, ce CVS ou ce Walgreens? Et ça, j'ai été agréablement surprise de, on va dire, je ne sais pas si je peux dire de cette technologie, mais c'est de cette initiative qui fait que, voilà, en rentrant chez moi tout de suite, déjà de l'hôpital jusqu'à la pharmacie, parfois ma prescription est déjà prête. Déjà prête, ouais. Voilà, donc franchement, je ne vais pas dire choquée dans le mauvais sens, mais c'est quelque chose qui a été une très grande surprise pour moi de voir vraiment cette collaboration entre les deux corps. Ouais. Et l'avantage avec ce système, c'est que ça permet au moins déjà aux pharmaciens de préparer votre prescription. Et une fois que vous arrivez, on vous donne votre prescription. L'autre chose aussi qui peut se passer souvent, c'est que le pharmacien peut par exemple dire que ce produit-là, je ne l'ai pas. Donc, ça vous évite de vous déplacer ou de faire la ronde de pharmacie en pharmacie. Donc, quand vous arrivez, c'est déjà prêt. Ou si ce n'est pas prêt, ils vont vous appeler pour dire, au fait, le médicament, votre prescription n'est pas disponible en ce moment. Vous serez livré peut-être, on sera livré dans 1 ou 2 jours. Donc, c'est à vous maintenant de prendre la décision de, écoutez, vous continuez à aller avec cette pharmacie-là, ou bien vous attendez, ou vous allez ailleurs, où éventuellement vous pouvez avoir cette prescription. Ouais. Et moi aussi, l'autre chose que j'ai remarqué ici, c'est ce que les gens appellent second opinion. Voilà. Et ça, surtout pour les maladies chroniques et les maladies graves, que ce soit pour le diagnostic du cancer et tout ça, on verra souvent où des patients qui vont voir le médecin fait un diagnostic, établit qu'ils ont une pathologie donnée, et la personne lui dit, mais je crois pas à ça, c'est pas possible que ce soit vrai. Et cette personne-là va chez un autre médecin pour demander son avis, et souvent on se retrouve dans un scénario où le patient ou le nouveau médecin qui donne son avis découvre un diagnostic différent du premier. Voilà. Et ce qui fait que, voilà, le patient ne prend pas forcément toujours
le mot du médecin comme étant parole d'évangile, soi-disant. Ouais, c'est important parce que chez nous, au pays, enfin, tout ce que le médecin dit, on prend ça, à face value, c'est important. Qui êtes-vous pour discuter du diagnostic Du d'un médecin? diagnostic du médecin, du cher maître, voilà. C'est ça, donc c'est Ouais. important. Je pense que c'est quelque chose dont notre système médical en Côte d'Ivoire pourrait en bénéficier, Ouais. va avoir cette flexibilité-là aussi. Alors, donc, je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent depuis l'Afrique ou depuis les États-Unis que nous, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important qui est celui des factures médicales et du système de santé aux États-Unis. Je suis avec ma co-host, Stéphanie, ici. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de partager nos expériences, des expériences qu'on a eues avec le système de santé américain. On aimerait aussi savoir vos avis sur votre expérience à partager avec le système de santé américain ou même celui africain que vous vivez et comment est-ce que ça compare avec ceux dont nous sommes en train de parler à présent. On a aussi une question du jour qui est celle de savoir quelle a été la plus grosse facture médicale que vous avez jamais reçue depuis que vous vivez aux États-Unis ou que vous soyez en France ou que vous soyez ou que ce soit. Voilà. Donc, on attend vos commentaires, on attend vos likes, on attend vos partages et nous allons continuer la conversation. Donc là, nous étions en train de parler des choses qui ont le plus choqué aux États-Unis. Moi aussi, l'autre chose qui m'a vraiment choqué aux États-Unis, c'est qu'il y a une frange de la population qui, contrairement à ce que je pense, a fait beaucoup recours aux plantes médicinales pour se traiter. Donc, il y a beaucoup d'Américains, des Américains blancs, pas forcément des gens qui viennent d'Afrique, qui font recours aux plantes et qui ont recours aux plantes, qui ont recours aux suppléments, tout ça pour se traiter quand ils ont des maladies. Et il y a même certaines personnes même qui ont avec des cancers, qui ont pris des médicaments, enfin pas des médicaments, des produits alimentaires pour soi-disant, ça soignait le cancer et tout ça. Bon, les résultats sont pas toujours ce qu'ils espéraient. Il y a des gens qui ont perdu la vie en faisant ça, mais ça m'a quand même choqué de comprendre, de me dire que dans ce pays où on se dit que tout le monde est censé être intellectuel, tout le monde est censé comprendre les choses, certaines personnes comment on dit ça, ne croient pas en la médecine moderne. Ouais, ne pensent pas en la médecine moderne. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup choqué. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus en ce moment d'ailleurs des personnes qui utilisent des suppléments. Et d'ailleurs, sur le supplément, c'est écrit en grand que c'est même pas approuvé par le FDA. Ouais. Mais bon, c'est des choses en fonction des croyances de l'un ou de l'autre. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Et donc, ce problème dont on vient de parler, c'est-à-dire la non-croyance à la médecine moderne et tout ça, est l'une des raisons particulières qui fait que une grande proportion des Américains ne veut pas se faire vacciner contre le Covid. Voilà, et c'est ce manque de confiance au système de santé, à la science, aux médecins, aux pharmaciens et tout ça qui fait qu'on a toute une frange de la population qui adhère aux théories conspirationnistes et qui refuse de se faire vacciner. Et ça, je trouve ça très, très choquant, en tout cas. Ouais. Alors, donc, on a une question qui nous vient de Robert Arandi. Robert Arandi, merci beaucoup de vous joindre au podcast. Et Robert aimerait savoir, est-ce que le système de santé des US est le meilleur système au monde? Bon, ça, il y a un gros débat sur cette question. Alors, je dirais de prime abord non, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est l'accès aux soins de santé. Aux États-Unis, il y a une grosse, grosse disparité entre ceux qui peuvent se faire soigner et ceux qui ne peuvent pas se faire soigner. Comme je le disais tout à l'heure, je me suis retrouvé avec une douleur à la dent dans laquelle on devrait faire une dévitalisation. Alors, donc, si je n'avais pas $1 500 à payer, je n'aurais pas eu cette
je n'aurais pas été traité. Voilà. Donc, je serais rentré chez moi, prendre ma douleur ou prendre des médicaments pour juste calmer la douleur. Voilà. Et ça, dans un pays comme les États-Unis, c'est pas normal. Vous voyez? Donc, on ne peut pas regarder tous ces facteurs-là et dire qu'on a le meilleur système. Si, par exemple, quelqu'un se retrouve, par exemple, en France, qui a une douleur, enfin, je prends un pays qui a pension socialiste, en France ou en Grande-Bretagne ou peut-être en Espagne, en Italie, ou même au Canada, hein, où quand quelqu'un est malade, il peut se faire soigner sans avoir à se ruiner. Donc, ce côté-là, c'est très péjoratif. Donc, si on veut classer les systèmes de santé, on va les classer en plusieurs catégories. En matière de ce qu'ils appellent affordability, c'est-à-dire d'accès, de coûts, les États-Unis, on est très en dessous. Ouais. Maintenant, quand il s'agit de la technologie, de la qualité de soins, du matériel de pointe pour diagnostiquer les maladies, là, on est au top. Ouais, donc, de façon globale, c'est difficile de dire si on a le meilleur système de santé, mais je dirais plutôt que par catégorie, on est bien placé. Ouais. Traitement du cancer, par exemple, là, il n'y a rien à dire. Aux États-Unis, on est l'un des meilleurs au monde. Le coût des prestations, ça, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Et surtout au niveau du coût des prestations, il y a des personnes aujourd'hui qui préfèrent même ne pas se faire soigner parce qu'ils ont peur de leur facture. Ils préfèrent rester chez eux ou utiliser des plantes parce que voilà, ils ont tout de suite peur de se faire facturer de grosses sommes qu'ils ne peuvent pas repayer. Donc, c'est un gros problème. Alors, donc, il y a Marc Russell qui vient de faire un commentaire très intéressant qui dit, par exemple, que les coûts des actes médicaux sont super chers aux États-Unis parce que c'est difficile de faire la différence entre... ici, c'est plus le système capitaliste, il faut le reconnaître. Hein. Donc, c'est plus les intérêts financiers qui sont liés au système que la manière dont les États-Unis fonctionnent, qui fait que on se retrouve à payer des prix exorbitants. Et Marc Russell, tu as parfaitement raison sur ce point-là. Le fait d'avoir un système libéral fait que les coûts de santé sont super. Et il n'y a pas de, comme on dit ici, il n'y a pas de government control, c'est-à-dire, c'est pas le gouvernement qui va fixer, bon, c'est-à-dire pour faire une auscultation, c'est $30, comme ça se fait peut-être dans d'autres pays européens. Ici, c'est le médecin, le cabinet qui définit combien il veut charger. S'il veut facturer $200 pour une auscultation, c'est $200. Si tu n'es pas content, tu vas ailleurs. Voilà. C'est un peu comme ça que ça marche un peu dans le truc. Alors, on a beaucoup de commentaires qui viennent. La meilleure, et je suis tout à fait d'accord. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a plusieurs domaines de classification. Donc, il ne faut pas prendre de façon globale, comme ça c'est différent, c'est difficile. Je crois qu'il faut le prendre par secteur, donc que ce soit les interventions chirurgicales. Et il y a aussi, par exemple, un domaine où les États-Unis sont très forts, c'est-à-dire c'est celui des infections nosocomiales. C'est-à-dire quand vous entrez à l'hôpital pour vous faire traiter ou pour vous faire opérer, le risque de vous contracter une infection bactérielle ou virale quand vous êtes à l'hôpital est moindre que dans les autres pays d'Europe. Voilà. Donc, ce secteur de transmission de maladies nosocomiales, les États-Unis sont au top, voilà, dans le monde. Et c'est dû à quoi ça? Pourquoi ce risque est moindre? Est-ce qu'ils ont des mesures préparatoires? Oui, je crois que ça a beaucoup à voir avec le protocole aussi de santé. Ici aux États-Unis, il y a la procédure, les soins de santé, comment traiter les malades, comment les recevoir et tout ça, c'est vraiment, il y a un bout qu'il faut suivre de façon, et c'est donner la son actualisée au fur et à mesure. Il y a aussi beaucoup de prévention, de traitement préventif contre les infections bactériennes, c'est-à-dire un patient qui vient en chirurgie, déjà on le met en prophylaxie avec des antibactériens pour éviter qu'il puisse être contaminé, un truc comme ça. Voilà. Ok. C'est bien, ça va. Alors, bon, ça c'est irrelevant un peu. Ok, alors, donc il y a Moro Fabrice qui dit qu'il aimerait migrer aux États-Unis. Est-ce qu'il peut avoir de l'aide de la diaspora africaine? Bon, la diaspora africaine qui nous écoute, il y a Moro qui demande s'il peut immigrer. Bon, de l'aide dans quel sens? Pour trouver une université, pour
savoir, il faut être un peu plus précis sur ce que vous voulez, c'est-à-dire si est-ce que vous voulez venir faire des études et puis vous avez besoin de l'aide de la diaspora pour vous donner des informations sur les études universitaires, sur quelle ville, dans quelle ville habiter. Voilà, donc il faut être un peu plus précis dans ce que vous aimeriez savoir. Voilà. OK. Alors, donc, on continue notre discussion. Stéphanie, alors, c'est quoi le prochain aspect de notre discussion? Alors, on va parler des différents, enfin, des options qui sont disponibles pour les personnes qui n'ont pas accès à une assurance maladie. Donc, quels sont leurs plans B, donc leurs différentes options. Alors, la première, bon, pour les personnes qui peuvent avoir accès aux soins, on va dire, subventionnés par le gouvernement. Donc, il y a le Medicaid au niveau fédéral et puis au niveau des États. Donc, chaque État travaille avec une assurance donnée pour, bon, pas, je ne dirais pas offrir, mais mettre à disposition une certaine couverture médicale des personnes défavorisées. Ouais. Alors, vas-y. Donc, on appelle Medicaid. Donc, en général, ça se fait au niveau de l'État. Donc, si moi, je suis à Maryland, je peux, on va dire, postuler pour le Medicaid de l'État de Maryland. Et puis, bon, en fonction de si si je remplis toutes les conditions, donc ça sera approuvé et j'aurai une carte. Donc, la carte qui me donnera accès à, voilà, à certains soins, etc. Ouais. Okay. D'accord. Alors, il y en a un commentaire assez intéressant qui vient de Darius Beda. Darius Beda, qui était d'ailleurs l'un des invités de l'émission il y a quelques mois de cela. Et il me disait, par exemple, il écrit comme ça qu'en 2019, qu'il est revenu de la Côte d'Ivoire avec un palu. Donc, après le soin sans assurance médicale, je me dis qu'il s'est retrouvé avec une facture de $12 000. Non. Wow. Et ça, c'est ça la réalité un peu. Donc, je ne sais pas, Darius, si tu peux donner plus de détails. Combien de temps est-ce que tu as passé à l'hôpital? Est-ce que tu as eu à être interné ou comment ça s'est passé? Ce serait bien. Tu peux toujours, Darius, si tu es disponible, tu peux joindre la chat room. Je crois que j'ai laissé le lien sur la page Facebook. Tu peux rentrer entendre votre histoire, Darius. On aimerait bien entendre notre histoire. Tu peux prendre le micro. Bon, tu n'es pas obligé forcément de partager la caméra, mais tu peux joindre l'émission en parlant pour discuter aussi, pour raconter un peu ton expérience. Ouais. Pour un palu. C'est vrai que le palu ici, c'est un peu délicat, hein, les soins. Ouais. C'est pas bien traité ici, le palu. Hein. Les gens ne connaissent pas bien. Voilà, c'est ça. Ils ne reconnaissent pas en tant que... Bon, tout de suite, déjà, les gens paniquent. Moi, je me souviens qu'un temps aussi, à l'un de mes voyages, j'étais revenue avec un palu. Et puis, ils m'ont dit, tu as malaria. Ils ont voulu m'isoler. Donc, bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. L'autre aspect aussi intéressant à dire, parce que tout à l'heure, tu parlais de Medicaid. Donc, c'est Medicaid et Medicare, c'est deux choses différentes. Différentes, exact. Oui, donc pour le Medicaid, ce qu'il faut constater, c'est que le Medicaid, quand Obama avait fait voter sa loi, Obamacare, parce que le Medicaid est basé sur le taux de pauvreté. Donc ici aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le Federal Poverty Level, c'est-à-dire la somme d'argent qu'une personne pourrait gagner. En dessous de cette somme d'argent-là, cette personne est considérée pauvre. Donc ici aux États-Unis, là, pour une famille d'une seule personne, enfin une personne qui vit toute seule, une personne qui gagne moins de $12 par an, en dessous de $12 par an, est considérée comme une personne pauvre. Voilà. Si vous êtes un couple ou si vous êtes une mère avec un enfant, donc ça devient une famille de 2 personnes. Si la mère gagne moins de $17 420 par an, cette famille est considérée comme une famille pauvre. Si c'est une famille de 3 personnes, c'est-à-dire papa, maman avec un enfant, ou une single mother ou un single father avec 2 enfants, si cette personne-là gagne moins de $22 000, elle est considérée comme pauvre. Donc, pour pouvoir
bénéficier de ce qu'on appelle le Medicaid, pardon, du Medicaid, il faut gagner en dessous de cette somme-là. Alors, donc, on sait très bien qu'aux États-Unis, la vie est très chère. Donc, ce que Obama avait voulu faire, c'est-à-dire que au lieu d'offrir l'assurance santé du gouvernement à seulement 100% du Federal Poverty Level, on va augmenter ce pourcentage-là à 138%. Donc, c'est-à-dire que au lieu de gagner moins de 12 880 $ pour pouvoir bénéficier de l'assurance du gouvernement, Obama, dans sa loi de Obamacare, a dit maintenant, ça va être 138% du Federal Poverty Level. Donc, au lieu de 12 880, tu ajoutes 38% dessus, ça te fait 17 774 $ pour pouvoir qualifier pour Medicaid. Un peu. Donc, si cette personne gagne moins de 17 000 $, elle pourra avoir une assurance par le gouvernement. Si c'est une famille de trois personnes, single mother avec 2 enfants, par exemple, si cette personne, la famille, gagne moins de 30 000 $, 30 305 $, cette personne pourra qualifier pour Medicaid. Alors, maintenant, cette loi devait être signée par tous les États. Donc, c'était individuellement. Donc, chaque État devait dire, OK, on est d'accord, nos citoyens qui gagnent 138% du Federal Poverty Level, on sait que ce n'est pas beaucoup d'argent, parce que, bon, je vais dire, pour une famille de 3 personnes qui gagnent 30 000 $ par an, c'est rien, quoi. Je vais dire, ils survivent. Donc, ils peuvent décider de dire, OK, on va inclure ces gens-là et ces personnes-là pourront avoir accès à la maladie, à l'assurance santé du gouvernement. Eh bien, non. La plupart des États démocrates, c'est-à-dire ceux qui sont à l'ouest et tout ça, ben, ils ont accepté d'inclure 138%. Et les États du Sud, la Caroline du Sud, la Floride, le Texas, je pense la Caroline du Nord, la Virginie, le Mississippi, Alabama, donc tous les pays du South là, du Southeast et ils ont dit non, qu'ils ne peuvent pas augmenter. Ils ne peuvent pas offrir l'assurance gratuitement parce que Medicaid, au fait, c'est l'assurance gratuite. Voilà. Donc, il dit non. Soit tu es pauvre, soit non, on ne veut pas au-dessus de 130%. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est que quand on est pauvre, si vous êtes pauvre et que vous vivez en Caroline du Sud, si vous gagnez moins de 17 000 $, ben, c'est toujours, vous devez payer l'assurance de votre propre poche. Ouais. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, voilà, et ce qui fait un peu, ce qui fait un peu le problème ici. Et par exemple, quand on compare ça, par exemple, c'est-à-dire si on prend, et pour donner un exemple concret, parce que j'ai fait l'étude tout à l'heure, c'est pour quelqu'un qui travaille à Walmart, une mère single mother qui travaille à Walmart, qui gagne 11 $ de l'heure. Et si elle travaille 40 heures par semaine, dans l'année, ça lui fait 22 000 $. OK? Donc, si cette dame-là, elle vit aux États, en Caroline du Sud, et qu'elle a 2 enfants en tant que single mother, OK? Elle gagne 22 000 $ par an. Le Federal Poverty Level pour une famille de 3 personnes, c'est 21 960 $. Donc, cette femme-là ne peut pas avoir l'assurance santé gratuite pour ses 2 enfants et pour elle-même. Par contre, si la Caroline du Sud avait accepté la proposition d'Obama, au lieu que ça soit 21 960 $ comme étant le seuil, ce seuil-là est monté à 30 000 $. Et donc, du coup, puisqu'elle gagne 22 000 $, elle a l'assurance santé gratuitement. Voilà. Et c'est ça un peu le challenge avec les assurances santé et les soins médicaux aux États-Unis. C'est très, très fragmenté. Donc, chacun tire le drap de son côté parce que ben, c'est une société très, très individualiste ici. Ça il faut le reconnaître. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres commentaires qui viennent. Alors, donc, il y a Robert encore qui pose la même question de comment sont pris en charge les personnes n'ayant pas d'assurance santé. Ben, tu as un commentaire là-dessus? Oui, donc tout à l'heure, on parlait de Medicaid, mais il y a aussi pour les personnes, par exemple, comme l'exemple de la single mother, donc il y a des organisations non gouvernementales, donc des ONG qui
on va dire, à travers des cliniques, certaines formes de cliniques où on donne des soins gratuits, des soins gratuitement, pardon, où des personnes peuvent se faire soigner. Mais c'est vraiment un cercle fermé. C'est pas, on va dire, dans toutes les villes qu'on les trouve. Sont pas forcément, et c'est pas quelque chose qui est publié. Ils font pas de marketing. Donc, il faut vraiment se rapprocher, en général, par exemple, pour ceux qui sont à l'université, des assistantes sociales et tout ça, pour que vous puissiez vraiment savoir quelles sont les ONG autour de vous qui peuvent vous aider au niveau des soins pour ceux qui n'ont pas d'assurance. Ouais. Et puis bon, quand on n'a pas d'assurance, en général, qu'est-ce que les gens font? Ils attendent et ils vont se pointer aux urgences. Ils vont se pointer aux urgences, ils se font parce que la loi ici aux États-Unis donne l'obligation oblige les médecins à voir le patient, qu'il ait l'argent de payer ou pas. Voilà. Donc les gens se présentent aux urgences, ils se font soigner et puis ils disparaissent. Ils ne payent pas les factures. Voilà. Donc en général, ils prennent vos informations, les gens peuvent donner de fausses informations. Et donc c'est ça aussi qui contribue à la cherté du système de santé. Aussi. Parce que quand les gens viennent et qu'ils ne payent pas les factures, ils vont se faire traiter à l'hôpital et qu'ils ne payent pas les factures. Vous pensez que qui va payer les factures? Le médecin ou l'hôpital à la fin de l'année, à la fin du mois, par exemple, à la fin du trimestre, se dit, ben, écoutez, j'ai vu 100 patients, okay? Il y a 30 patients qui n'ont pas payé et les 70 autres ont payé. Donc, l'argent que j'ai perdu avec ces 30 patients, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve le moyen de récupérer cet argent-là. Donc, il va les repartir sur les 70 autres. Donc, ce qui va faire que l'année qui va suivre, quand les gens viendront à l'hôpital, au lieu de payer, je sais pas, $100 pour une consultation, il va se dire, bon, parce que j'ai perdu de l'argent l'année dernière, il faut que je récupère ça cette année. Donc, la consultation va passer de $100 à $120 ou à $140 en anticipant que si 30 personnes encore ne payent pas, il aura au moins récupéré son argent. Et donc, ça, c'est une spirale infernale qui fait de telle sorte que tous les ans, les prix des prestations sanitaires augmentent. Donc, il n'y a pas vraiment de solution à cela, quoi. Donc, il faut tout simplement il faut tout simplement changer le système, créer le moyen de faire des maladies universelles. Alors, donc, Darius qui nous revient dans ce truc, nous disait qu'il a fait 5 jours à l'hôpital et le docteur ne savait pas de quoi il souffrait. Ouais. Et donc, voilà, c'est ça la réalité. Donc, si vous n'avez pas un historique, c'est difficile. Parce qu'ici, ils ont du mal à diagnostiquer le palu, parce que ce n'est pas une maladie qui se voit régulièrement ici. Puisque, ouais. Au départ, ça part sur une fièvre, on dit que c'est de la fièvre, ensuite ça change. Bon, il y a des gens qui donnent des commentaires. Il y a Ousmane Dosso qui dit qu'il pense que le système de santé américain n'est pas le top. C'est le système le plus controversé des pays développés, mais la technologie de pointe d'autres pays où sont de nombreuses erreurs médicales les plus élevées parmi les pays développés. Bon, ouais, ça, c'est une réalité aussi avec laquelle nous vivons, malheureusement. Alors, on a Dr Landry Menel qui... ouais, donc il dit aussi, par exemple, que les examens complémentaires ne sont même pas faits avant que... sont faits même avant qu'un médecin ne les examine. Ouais, ça dépend. On continue toujours de la discussion sur... je rappelle à ceux qui viennent qui nous prennent en marche que je suis avec Stéphanie Assis, qui est ma co-host. Donc, dans les prochaines émissions, nous allons avoir ce genre d'interaction où on va partager nos expériences personnelles, inviter aussi les gens dans le chat box pour que ces personnes puissent partager leur expérience. On a vu l'expérience de Darius qui a dû payer près de $12 000 pour des frais médicaux. Et donc, ça, c'est pas toujours évident à assumer comme frais, quoi. Voilà. L'autre chose dont on avait parlé, c'est pour les gens, par exemple, qui n'ont pas accès aux soins de santé, c'est de se référer à ce qu'on appelle ici les free clinics, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Stéphanie. Donc, c'est des cliniques gratuites. Bon, c'est des choses vraiment basiques, hein. Il n'y a pas vraiment d'appareils super sophistiqués. Vous aurez certainement un médecin qui est là avec une sage-femme qui va vous ausculter, qui va vous faire une prescription médicale pour pouvoir aller prendre les médicaments.
acheter les pharmacies et ça sera tout, quoi. Ouais. Mhm. Il y a aussi des pharmacies qui appartiennent à des organisations non, comment on dit ça, non, des organisations qui font du bénévolat. Mhm. Et Mhm. ces pharmacies-là peuvent, par exemple, donner des prescriptions, c'est-à-dire donner des médicaments moyennant une somme vraiment modique. Hein. Donc, ce soit peut-être 1 ou 2 dollars, peu importe euh, le coût du médicament. Donc, on verra ça souvent aussi dans les grandes villes. J'enseigne la fac de pharmacie. On a une pharmacie sur place qui se spécialise dans ça. Donc, offrir des médicaments aux personnes indigentes. C'est-à-dire, si vous allez dans ce qu'on appelle les free clinics, là, pour vous faire traiter, ben, vous pouvez venir avec votre facture médicale à la fac et on vous donne le médicament. Voilà, donc c'est un peu ça, l'idée. Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, donc, il y a Marc Russell qui aimerait savoir qu'est-ce qu'on pense de l'efficacité du Medicaid. Je crois qu'il veut dire Medicare, je sais pas. Parce qu'il y a deux, je crois que c'est Medicare ou Medicaid dont il veut faire allusion. En même temps, profites-en pour donner la différence entre les deux, peut-être. Ça peut... Entre Okay, donc, le Medicaid, voilà, donc le Medicaid, c'est avec AID, ouais, Medicaid, c'est l'assurance santé pour les pauvres. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour des personnes qui gagnent en dessous du seuil de pauvreté aux États-Unis, pour une personne, c'est 12 700 $. Si vous gagnez en dessous de ces sommes-là, vous qualifiez pour ça. Mais si vous êtes immigrant illégal, vous ne pouvez pas participer. Vous ne pouvez pas avoir l'assurance gratuite. Donc, il faut être soit résident permanent, citoyen américain, ou bien asylum, c'est-à-dire vous avez l'asile politique ici. Et puis bon, il y a aussi des exceptions voilà, qui existent. Ouais. Ça, c'est le Medicaid, ça, c'est pour les personnes pauvres. Maintenant, on a le Medicare. Alors, ça aussi, c'est une autre assurance santé qui couvre les personnes qui ont 65 ans et plus. Ouais. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pour pouvoir participer, pour pouvoir avoir le full benefit, comme on dit ici, de Medicare, il faut avoir travaillé pendant au moins 10 ans et contribuer à financer le Medicare. Ouais. Donc, vous n'avez pas besoin de travailler pendant 10 ans de façon d'affilée. Hein. Oui. Ouais. Vous pouvez travailler 2 ans, vous perdez votre boulot, vous travaillez 6 mois, vous perdez votre boulot. C'est-à-dire, quand vous atteignez 65 ans, ils vont regarder dans vos paychecks, dans vos salaires, dans vos bulletins de salaire que vous avez reçus, parce que la contribution médicale est obligatoire. Voilà. Donc, quelqu'un qui reçoit un salaire, chaque fin du mois, une partie qui va dans le Medicare, pardon. Une partie qui va systématiquement dans le Medicare. Même si vous êtes vendeur je vais dire, vendeur de café dans un restaurant pour Starbucks, par exemple, si vous avez un pay stub, un bulletin de salaire, il y aura toujours une petite partie dedans qui varie entre 5 et 6%, ça dépend, pour avoir contribution à Medicare. Voilà. Et donc, à 65 ans, ils vont regarder pendant combien de quarters vous avez travaillé. Si vous avez les 40 quarters ou 10 ans de travail, eh bien, ça vous fait ça vous fait que vous qualifiez pour le Medicare. Et donc, vous avez la carte Medicare, vous pouvez aller vous faire soigner gratuitement. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, encore l'efficacité. Donc, lui, il parlait du Medicaid. Je veux dire, c'est la même prestation. C'est pas parce que vous venez avec Medicare. Ah, il parle du Medicaid. OK, il dit Medicaid. Oui, donc ça ne change rien. Donc, que vous ayez Medicaid, que vous avez Medicare ou que vous ayez une assurance à travers votre boulot, c'est la même prestation que vous allez recevoir. On ne va pas mieux vous traiter parce que vous avez une mauvaise assurance. On ne va pas mal vous traiter, pardon, parce que vous avez une mauvaise assurance comparé à quelqu'un d'autre qui a une assurance qui paye beaucoup plus ou qui rembourse beaucoup plus. Donc, c'est la même prestation de santé. C'est ça qui est vrai. Un peu ça. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez aussi... Ah oui, une autre question qui vient de Stéphane Daniel Jackpot qui veut savoir
le système de santé américain est-il bon quand même comparé au Canada? Alors, bon, ça, c'est un gros débat, encore une fois. Il y a toujours une comparaison de ces deux pays-là. Les gens disent, ah oui, le système canadien est meilleur par rapport au système américain et tout ça. Mais là, encore une fois, il faut regarder par secteur, je pense. Hein. Globalement, ça coûte moins cher si c'est l'argent qui vous intéresse, qui est votre peur, voilà. Si c'est combien vous allez payer une fois que vous sortez de l'hôpital, au Canada, ça sera moins cher. Mais aux États-Unis, ça sera beaucoup plus cher. Et ça, c'est une chose. Maintenant, l'un des problèmes aussi qui se pose au Canada, c'est que c'est l'accès aux soins, c'est-à-dire la file d'attente à laquelle vous allez faire face pour pouvoir voir les spécialistes, surtout les spécialistes. C'est-à-dire pour voir un neurologue ou pour voir un psychiatre ou pour voir un chirurgien pour faire une opération chirurgicale. Aux États-Unis, les listes d'attente sont plus longues, sont plus courtes qu'au Canada. Donc, vous pouvez passer genre 6 mois à attendre qu'un médecin, qu'un chirurgien se libère pour vous opérer, quoi. Wow. C'est ça aussi qui pose le problème. Ouais. Et il y a des gens qui se mettent sur liste d'attente pendant 9 mois, pendant 1 an. Hein, et puis surtout avec Covid, ça a rendu la situation encore pire, quoi. Wow. Donc, donc c'est ça un peu. Ouais, c'est ça qui fait un peu la différence entre les deux pays. Et puis, bon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, qui nous écoutent, racontez-nous un peu comment ça se passe au pays. Voilà, c'est quoi la différence? Quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que cela fait pour... qu'est-ce que cela vous incite comme commentaire? Quelle était votre expérience? Moi, je me rappelle, hein, ma première expérience en Côte d'Ivoire, je crois, j'avais avec un dentiste, hein, je crois que j'étais en 5e, j'avais mal à la dent. Voilà. Et je suis allé chez le dentiste. Mon père m'a dit, bah, écoute, prends le bus, va chez le dentiste pour te voir faire passer. Ça va être très mal. Alors, je me rends chez le dentiste, il me regarde, il m'ouvre la bouche, il me dit, bon, tu veux que j'enlève ou que je traite? Tu veux que je fasse une extraction de la dent? Je dis, mais j'ai 12 ou 13 ans, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, du coup, j'ai demandé, mais ça... Et là encore, ma première chose, c'était combien est-ce que ça allait coûter? Parce que je n'ai pas envie de rentrer avec une facture. Je me dis, bon, si on doit extraire la dent, ça va vous coûter ceci. Si on doit traiter, dévitaliser, tout ça, ça va coûter cela. Bon, je dis, ben, du coup, la première chose, c'était, ben, enlever la dent. Et c'était la plus grosse erreur que j'ai eu à faire. Parce qu'au final, ouais, parce qu'après l'extraction, il fallait payer les médicaments pour traiter l'extraction. Voilà. Donc, quand on additionne le coût de l'extraction et le coût des médicaments à payer après, ben, ça coûtait plus cher que le traitement. Quoi. Donc, ça, c'était une grosse erreur. Et alors qu'il n'a même pas pris le temps de m'expliquer hein, comment est-ce que ça allait se passer, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'on avait fait l'extraction, voilà, et tout ça. Ben, bref. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Ouais. Mm-hmm. Et toi, c'était quoi ton expérience au pays avant d'émigrer aux États-Unis? Je n'ai pas bon souvenir. Je n'ai pas bon souvenir de... Bon, j'étais encore très jeune et j'allais rarement, en tout cas, à l'hôpital par la grâce de Dieu. Donc, je n'ai pas vraiment de souvenir d'expérience quelconque. J'ai été chez le dentiste, mais bon, j'avais aucune idée de facture ou bien de tout ce qui se passait derrière en arrière-plan. Ouais. Ouais. Et l'autre chose aussi qui est importante à souligner, c'est que ici, aux États-Unis, quand vous souscrivez à une assurance santé, ben, l'assurance santé ne couvre automatiquement les soins dentaires et les soins pour les yeux. Oui, ça c'est très important. Il faut prendre une assurance séparée pour complémenter. Oui, ça c'est très important pour complémenter ce que les soins de santé, les autres soins de santé normaux. Voilà. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup choqué. Je trouve assez bizarre, comme si les douleurs dentaires et les douleurs des yeux ou les problèmes aux yeux ne faisaient pas partie de notre corps en nous-mêmes.
Donc, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte qui n'avait absolument aucun sens. Oui, donc vas-y, continue, ouais. Bon, je lisais le commentaire de Stéphane plus haut qui disait est-ce que pour ceux qui travaillent, est-ce que l'assurance est quand même bonne? Bon, si l'assurance prend au moins 80%, ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est plutôt standard, 80%. Donc. Oui, et 80%, oui, je crois que la 80%, c'est bien, ça couvre le maximum de choses. Ok, donc je vais poursuivre avec les commentaires. Il y a Robert Raondi qui dit au Gabon, il y a une assurance santé universelle, donc les personnes n'ayant aucune ressource sont prises en charge à 100%. Wow, c'est excellent ça. Je ne sais pas si c'est le cas en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, est-ce que pour les personnes qui n'ont pas de travail, qui n'ont aucune ressource, est-ce qu'ils sont pris en compte à 100% ou l'assurance n'est pas très flexible à ce niveau? Et donc, il dit les actifs sont pris en charge à 80%. Oui, les 80%, normalement, c'est bien, ça couvre beaucoup de choses. Si vous avez une grosse facture de 10 000 $, par exemple, pour une opération chirurgicale, vous êtes bien content d'avoir qu'à débourser 2 000 $. L'autre chose aussi que vous pouvez voir, c'est qu'au sein de votre compagnie, souvent, ils vont vous donner la possibilité de constituer un compte d'épargne, c'est-à-dire vous permettre de soustraire chaque fin du mois une petite somme d'argent que vous pouvez mettre sur un compte d'épargne dans le cas où vous vous retrouvez à avoir des grosses factures médicales qui viennent. Si vous savez, par exemple, que vous allez avoir une opération chirurgicale et que vous savez que l'opération va coûter 15 000 $, par exemple, vous pouvez dire et que l'assurance va prendre 80%, donc vous vous retrouvez à payer aux alentours de 3 000 $, par exemple. Donc, ce que vous pouvez dire à votre compagnie, la compagnie pour laquelle vous travaillez, c'est dire que soustrayez ou enlevez, je ne sais pas, 200 $ ou 300 $ chaque fin du mois sur mon salaire, mettez ça dans cette épargne-là, de telle sorte que quand j'aurai pour ma procédure chirurgicale et que la facture viendra, j'aurai déjà de l'argent mis de côté pour régler les 20% dont je serai responsable. La plupart des compagnies offrent cette option-là cette option-là aux employés. Ouais. Ouais. Stéphanie, tu as des choses à ajouter par rapport aux commentaires qui se partagent? J'aimerais bien entendre Landry qui aimerait parler du système sanitaire ivoirien. Si on peut l'écouter 2-3 minutes. Alors, on a aussi Franck Eric qui nous joint depuis la France. Franck, vous êtes disponible? Alors, c'est quoi votre expérience rapidement? Rapidement, bon, comme je le disais en commentaire, j'ai été ancien interne des hôpitaux pendant 4 ans en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais, notre système de santé, c'est vraiment la débrouillardise. Et moi, je n'ai pas personnellement d'expérience, mais ce que j'avais comme expérience, c'est par rapport aux patients qui venaient dans les hôpitaux. Il faut dire que la majorité ne possédait pas d'assurance santé. Et les parents étaient obligés de débourser un certain nombre de choses, je veux dire en termes d'argent, pour payer directement les soins. Et en Côte d'Ivoire, pour parler d'assurance santé, c'est très, très, très compliqué. Bon, là, j'ai quitté, ça fait au moins 5 ans. Et ils disent qu'il y a la mise en place de la couverture maladie universelle. Bon, on ne sait pas si effectivement elle est effective au sein du système de santé. Et je pense que je vois Landry qui est là, peut-être qu'il sera mieux placé par rapport à moi pour vous expliquer cela, parce que moi j'ai quitté, ça fait au moins 5 ans. Ouais. Okay. Voilà. Alors Landry, vous avez la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Ok, d'accord. Donc moi, ce que je voulais dire un peu, c'est par rapport au système ivoirien, c'est que très souvent, les gens se plaignent en disant oui, les médecins sont comme ci, les médecins sont comme ça. À Abidjan, on ne vous soigne pas si vous n'avez pas d'argent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le médecin est comme un employé, il est comme, je dirais, la secrétaire ou bien il est comme l'électricien à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il a ses connaissances.
il peut prodiguer des soins, mais il n'a pas accès aux médicaments, il n'a pas accès, par exemple, à la seringue, il n'a pas accès aux solutés. Donc, il peut poser le diagnostic et ça s'arrête là. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de système pour les indigents. Pour avoir été interne des hôpitaux, puis assistant plus tard, il n'y a pas de système. Donc, aujourd'hui, à Abidjan, quelqu'un qui vient sans pièce d'identité, sans parents, qui vient aux urgences dans un état grave et qui nécessite, par exemple, un soin, une perfusion ou une intubation dans les, je dirais même dans les 1 heure de temps après son admission, eh bien, il n'aura rien parce qu'il n'y a pas de, il n'y a rien qui a été mis en place pour ça. Donc, il y a eu le scandale d'Awa Fadiga, il y en a eu encore plein d'autres scandales, et ça va continuer parce qu'il n'y a pas de mécanisme. Un patient qui arrive, eh bien, la seule manière pour lui d'avoir des soins, c'est lorsqu'il vient accompagner. On va vous dire que oui, il y a un système social à l'hôpital, mais le système social ne peut pas vous fournir, je dirais, plus que le matériel d'une perfusion, par exemple, en urgence. Il ne peut pas vous le donner. Donc, ce qui a fait que beaucoup de gens se plaignent des médecins, mais derrière, ce n'est pas le médecin qui prend, par exemple, la décision de dire oui, je sais, par exemple, que mon patient a besoin de telle soluté. Allez, je rentre à la pharmacie, je prends tous les médicaments dont j'ai besoin pour le traiter. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je voulais un peu éclaircir cela, quoi. Ouais. Et bon, en fait, c'est vrai, la réalité, et ce que les gens aussi vite, enfin, ne veulent pas comprendre, c'est que le système de santé, c'est un business. Par business, ce que je veux dire, c'est quoi? Pour qu'un système de santé soit performant et continue de circuler, il faut que ceux qui viennent se faire soigner puissent payer. Parce que s'ils ne payent pas, qu'est-ce qui va se passer? Les médecins ne seront pas payés, on ne pourra pas acheter le matériel, on ne pourra pas garder la lumière allumée, on ne pourra pas construire de nouveaux hôpitaux, investir dans de nouvelles choses. Donc, c'est un business. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de donner la possibilité aux gens de se faire soigner à des coûts raisonnables. Donc, on peut pas faire gratuitement, ça c'est impossible. Sinon, ça ne marchera pas. Ça, c'est une réalité. Et vous le dites si bien, hein, quand il n'y a pas les moyens de pouvoir traiter les gens, ben, je trouve que on peut. Moi, par exemple, je veux dire, il faut bien que le médecin nourrisse sa famille. Voilà, il faut bien que la sage-femme nourrisse sa famille, qu'elle paie son loyer, paie sa maison. Donc, si vous venez à l'hôpital, vous n'avez pas de pièce d'identité, que vous n'avez pas d'argent pour payer, bon, on vous soigne. Nous, on se nourrit comment? Nous, nos familles se nourrissent comment? Donc, il y a aussi ce côté-là, cet aspect-là qu'il faut prendre en considération quand il s'agit des soins de santé. Alors, il y a une question très intéressante de Armel Botti. Il avait posé ça il y avait un moment, mais malheureusement, ça m'a échappé. Il demande quel est le modèle de système de santé médicale américain qui pourrait bien marcher en Afrique ou qu'on pourrait, par exemple, duquel on pourrait s'inspirer pour les pays africains, par exemple. Bon, je peux donner un élément de réponse ici. Oui. Je vais parler plus du côté technologie, rapidité de prise en charge. Oui. Ça, je pense que nos pays en souffrent vraiment. L'attente est très longue et il faut à chaque fois redonner les mêmes informations, alors que si on peut avoir une sorte de prise en charge, donc si tout est déjà dans un système informatisé, ouais. donc vous arrivez, votre visite précédente, tout s'affiche déjà. Je pense que franchement, la prise en charge, on peut faire mieux à ce niveau-là. Oui, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle ici le Electronic Health Record. Donc, c'est-à-dire que votre dossier médical est informatisé, c'est-à-dire, peu importe le médecin que vous allez voir, il peut avoir accès à votre système de santé du moment où les deux hôpitaux, les différents hôpitaux communiquent entre eux. Ça, c'est un truc assez important. Tout à l'heure, Landry avait parlé de couverture pour les indigents. Je crois que le système américain, avec le système de Medicaid, encore une fois, pour les pauvres, pour dire que si vous gagnez en dessous d'un certain montant par an, vous qualifiez automatiquement
pour une assurance santé gratuite. Et c'est l'État qui prend tout ça en charge. Mais ça aussi, ça suppose qu'il faut que les gens aient une pièce d'identité, il faut que les gens se déclarent, et qu'on sache ce qu'ils font. Parce que si vous êtes assis à la maison, que vous ne faites rien, que vous traînez au quartier, ben, et que vous n'avez pas de boulot, on ne peut pas savoir que vous travaillez, mais vous ne gagnez pas assez pour vous faire soigner. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte dans l'histoire. OK. Oui, un autre commentaire encore qui vient de Landry, qui dit, par exemple, en Afrique, trouver le moyen de fédérer les informations médicales des patients. Exactement, ce dont on parlait. Electronic Health Record, comme ce que Stéphanie le disait tout à l'heure. OK. Autre chose, je crois qu'on a... Quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres sujets à débattre aujourd'hui, Stéphanie? Non, je pense que c'était le thème global et ça fait plaisir de voir qu'on a eu plusieurs intervenants. Donc, merci à Landry et à Franck. Oui, à Landry, à Franck, à Robert Rondi qui nous vient du Gabon, qui nous connaît depuis le Gabon. Michael Dier aussi, merci à toi. Marc Russell que je connais bien, qui est en Côte d'Ivoire. Enfin, j'espère qu'il est encore en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est encore en Côte d'Ivoire. Et Darius Beda qui est aussi aux États-Unis. Oui, donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu... Je suis vraiment content de la participation des uns et des autres aujourd'hui. C'était un peu ça l'objectif, c'est-à-dire mettre à contribution tout le monde pour des problèmes que les Ivoiriens de la diaspora, auxquels les disparats de la diaspora font face, afin que, avec le partage des expériences des uns et des autres, on puisse faire de cette plateforme-là une plateforme qui offre des ressources et des informations pertinentes pour aider les uns et les autres à réussir leur immigration ici aux États-Unis. Voilà un peu. Un dernier mot pour la fin, Stéphanie, avant qu'on se laisse? Pas particulièrement. En tout cas, je peux dire merci. Merci à tout le monde qui a participé. Partagez le lien à vos proches pour que au prochain épisode, on ait autant d'engouement. Ouais, autant d'engouement. Et l'autre chose aussi que j'aimerais dire, merci encore une fois à Stéphanie d'être joint à mon initiative. Je sais que tu es une personne très busy avec beaucoup de choses à faire, très importantes à faire. Je pense que dans cette initiative-là, je suis vraiment fier, vraiment content que tu aies accepté de te joindre à moi pour essayer de faire avancer le podcast. Alors, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, nous allons discuter d'un autre sujet qui est tout aussi important, qui est celui du mariage interracial. Voilà, donc c'est-à-dire mon interracial en termes généraux, c'est-à-dire les immigrants africains qui épousent des Américains blancs, ou même des immigrants africains qui épousent des Américains ou des Américaines noirs. Donc, c'est-à-dire le choc culturel entre venir d'un pays africain et puis épouser quelqu'un qui est né aux États-Unis ou qui est européen. Voilà, nous allons parler un peu de tout ça. Quels sont les défis qui se retrouvent, auxquels on doit faire face à cause, dans ces situations. Et puis, quels sont les compromis aussi auxquels on fait face, sans oublier les enfants. Quelle éducation leur donner? Est-ce qu'il faut faire l'éducation à l'africaine ou faire un mix et tout ça? Voilà. Donc, c'est toutes ces expériences-là desquelles nous allons parler dans 2 semaines, puisque le podcast se déroule maintenant pour 2 semaines. Donc, on sera live encore une fois aujourd'hui. Donc, on vous attend nombreux, comme ce fut le cas aujourd'hui, à donner des commentaires, à participer, à donner des témoignages et tout ça, de telle sorte que on puisse animer les débats. Voilà un peu. Donc, merci encore une fois d'avoir assisté à l'émission d'aujourd'hui sur quand les factures médicales mènent à la banqueroute aux États-Unis. Je vous invite à continuer cette conversation sur notre page Facebook, sur Twitter ou sur les médias sociaux de votre choix. Ouais. Continuez à discuter, partager. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez les laisser sur notre page Facebook ou nous écrire via email à contact@africain-amérique.org ou sur notre page Facebook qui est les Africains d'Amérique-officiel. Alors là, il y a une confusion à ce niveau-là. Il y a la page officielle du podcast qui est les Africains d'Amérique-officiel. Et il y a le groupe Facebook qui est les Africains d'Amérique, tout simplement. Donc, en général, si vous likez la page officielle, vous aurez tout. Ouais.
Et puis, l'épisode d'aujourd'hui sera mis en live, mis sur notre page, sur notre chaîne YouTube, qui est la chaîne YouTube des Africains d'Amérique, où vous pouvez réécouter et puis donner vos avis, partager, donner des commentaires et tout ça. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci encore une fois. Merci Stéphanie d'avoir accepté mon invitation. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ouais, pour partager avec notre audience l'histoire des immigrants, une autre histoire, enfin, l'histoire d'autres immigrants africains vivant aux États-Unis. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine et rendez-vous dans 2 semaines. Bonne semaine à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Au revoir.